Les gars, il est en train de se passer un truc qui tient du miracle, puisque les deux enfants sont à la sieste en même temps. J'ai sauté sur l'occasion, j'ai sorti la caméra, j'ai sorti le micro et je vais me dépêcher parce que je ne sais pas combien de temps ça va durer. Bon, après, tourner une vidéo, ça veut pas dire qu'elle est sortie, hein, parce qu'après, il y a un peu de travail derrière. Bon, du coup, je me suis dit qu'on allait en profiter, comme nous sommes le 24 septembre, c'est l'automne, donc, et nous allons faire un petit bilan de mes lectures de Sweetie Gourmet Challenge, et je me dis, ce sera déjà pas mal. Bon, par rapport au pile à lire qu'on vous avait fait, par rapport au pile à lire qu'avait deviné Mélo pour moi, tout ça, autant vous dire que je suis loin d'avoir lu tout ce que je voulais lire, mais mine de rien, j'ai quand même avancé pas mal sur certaines lectures. Et il y a aussi le fait que je pense que j'ai lu 3-4 livres, je pense, qui n'ont pas pu rentrer dans des assiettes. Et bon, ça c'est un peu... C'est l'aléa du truc où bon, bah, on pense que le livre va correspondre à une assiette et finalement on a du mal à le caser quelque part. Lié au fait que très clairement j'avais pas du tout la tête à ça. Donc j'ai pas non plus bien... Je me suis pas focus à fond en mode bon bah où est-ce que je pourrais le mettre. Donc c'est pas grave, je vais quand même vous lire n'importe quoi, vous faire un petit bilan de ce que j'ai lu et puis j'ai la pile à côté de moi. Donc on va essayer de commencer, bah écoutez on va commencer juste dans l'ordre des menus. Hein. Donc je n'ai pas lu de Romantaisie, je n'ai pas lu Le Pont des Tempêtes, c'est dommage, je le garde en tête, hein, c'est pas grave. Sous nos pieds l'océan qui est dans ma pile à lire, je ne l'ai pas lu. Face à la mer de Lorraine Fouché, je l'ai emprunté. Il est arrivé chez moi, il y est resté un peu et il est reparti. X temps sans écran. Je pense l'avoir fait, probablement. Attendez, mon chat est en train de manger un truc. Du riz. Mon chat était en train de manger du riz. Bon, ça c'est un t-shirt qui me sert à faire de la peinture. Je vous dis, hein, je les ai vus coucher tous les deux, plus de bruit, j'ai foncé. J'ai pas pris le temps de m'habiller. Déjà, j'ai pris le temps de me coiffer. C'est pas mal. Donc lire avec une boisson, je l'ai fait. Un album jeunesse, je pense que ça a été... Non, c'est faux. J'allais dire que ça a été une première lecture du challenge, mais... Ouh, boum. Et pas du tout. Et j'ai lu Le Croque-en-Mur de Michael Brun-Arnaud et Jérémy Payet, très clairement. Les illustrations sont tout bonnement sublimes, voilà. Mais, il y a un mais. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue parce que finalement j'ai trouvé que ça allait assez peu en profondeur par rapport à l'histoire annoncée. Bon après c'est un album, il n'est pas très long. Quoique quand même. Et je trouve ça dommage. Je trouve qu'il y a plein de jolies pistes qui sont un peu lancées comme ça et sur lesquelles on aurait pu approfondir des tas de sujets, mais nope. Donc voilà. Cependant, les illustrations sont tellement belles que pas de regret de l'avoir acheté. Voilà. Donc ça c'était pour les boissons. Ensuite pour les petits fours, je n'ai pas déjà j'ai pas acheté, donc j'ai pas acheté ni emprunté un roman que j'ai pu lire tout de suite. Je n'ai pas lu La Prisonnière du Temps ni Le Tribut des Dieux, qui sont deux romans avec des couvertures fleuries. Vous imaginez, j'ai fait un Sweetie Gourmet Challenge sans lire de Kate Morton. Ça c'est chaud quand même. Pour un livre avec de l'amour ni romantique ni sexuel, je n'ai pas lu Impératrice des airs et c'est un peu ma déception, mais c'est pareil, je me le garde sous le coude. Donc de Pete Fromm, c'est son dernier. Et j'ai lu Loin des îles Mauves, qui était la suggestion de Mélo, mais comme elle l'a aussi lu pendant le challenge, elle ne pouvait pas le savoir, mais il y a de la romance. Alors il y a de la romance et il y a du sexe aussi, donc ça marche pas, mais je l'ai lu, voilà, et c'est typiquement un livre que je sais pas trop où caser. Franchement j'ai mis énormément de temps, c'est ma dernière lecture du challenge, j'ai mis énormément de temps à le lire, alors qu'en fait il se lit très vite, il se lit très bien et il est incroyable. Je pense même l'avoir préféré à Récit du demi-loup. C'est dans le même univers, du coup ça apporte d'une certaine façon des réponses sur certains personnages, enfin sur une catégorie de personnages, on va appeler ça comme ça, de Chronique du demi-loup. Ce qui est intéressant là aussi, c'est qu'en fait on voit l'Empire qu'on croise donc dans le Récit du demi-loup encore d'un autre point de vue. Mais pour l'instant on n'a toujours pas de vision de l'intérieur de cet empire. Enfin, on n'a pas d'histoire qui se passe avec des héros de l'intérieur de l'empire. Et je trouve ça passionnant comme approche, comme façon de faire. J'ai beaucoup aimé le world building qui du coup s'apparente au Récit du demi-loup, mais je pense que j'ai encore plus aimé.
J'adore ces personnages qui sont issus d'une terre, on va dire, barbare, au sens où bah voilà, ils savent ni lire ni compter, eux, toute leur vie se base sur du troc. Leur grande quête, ça va être de s'extirper de leurs îles, de casser le barrage qui les empêche de s'en éloigner pour aller négocier afin que ce fameux barrage arrête de les enfermer autour de leurs îles et les empêche de pêcher et les condamne année après année, petit à petit, à des famines de plus en plus dures. Voilà, du coup on va suivre ce groupe de personnages à qui il va arriver plein de choses. Il y a tellement de sujets de société mêlés, beaucoup de questionnements sur l'identité de genre. Et notre personnage principal, qui s'appelle Ivanel, va de son côté complètement nous offrir son regard neuf sur un monde plus civilisé que le sien. Bref, j'ai trouvé ça brillant. C'est une duologie, j'ai très hâte de lire le tome 2, mais bon, comme tous les tomes 2, j'ai très envie de les lire le plus souvent et je sais que ça va prendre du temps. Mais voilà, excellent roman et je vous le conseille vraiment à fond. Par contre, on pourrait croire comme ça que c'est du young adulte et en plus c'est chez... Non, j'allais dire c'est chez Rajo, non mais c'est la collection R de Robert Laffont. J'aurais pas tellement classé ça young adulte non plus quoi. C'est pas adulte, mais c'est pas pour les jeunes ados quoi. Voilà. Pas de sujet tabou non plus, identité de genre, sexe, règles, tout ça. Très très bien. Voilà. C'est un peu brouillon, on sent que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé quand même. Ensuite, lire avec une bouillotte, enfin lire avec une source chaude, je crois que j'ai fait, en plus je l'ai même pas coché, mais j'ai mis une photo, une action d'une lecture avec mon chat sur moi, je crois que ça a été validé. Enfin en tout cas, ça n'a pas été validé pour moi, mais je crois que le chat était considéré comme une source chaude. Mais bon, écoutez, je l'ai pas noté, c'est pas grave. Croire aux faits, mais pas aux clichés dans une sortie de l'année. Et ça... Tadam! Croire aux faits mais pas aux clichés, le guide pour comprendre et combattre les clichés sexistes dans la fiction jeunesse et ben écoutez, je l'ai trouvé incroyable. Voilà, j'ai passé un très bon moment. Je vais pas dire que j'ai appris, en fait c'est toujours pareil, à partir du moment où on se renseigne un peu, où on est un peu ouvert au questionnement sur le sexisme, et ben c'est forcément des questionnements sur lesquels on s'est penché. Donc là c'est sous forme de fiches, il y en a une 50aine je crois, et par exemple, hop là je vais vous donner le titre d'une fiche. Fiche 27, la figure de la sorcière ou la stigmatisation des peaux irrégulières. Fiche 23, cacher ce poil que je ne saurais voir ou la stigmatisation de la pilosité féminine. Fiche 12, la demoiselle en détresse ou la théorie de l'héroïne dépendante. Voilà, et ça va interroger énormément de sujets, toujours en donnant des exemples de la littérature jeunesse, en donnant aussi des contre-exemples, c'est-à-dire une liste de livres qui sont intéressants par leur inclusivité, par justement le fait qu'il n'y ait pas certains tabous, par le fait d'être représentatif et inclusif. Donc je vous le conseille. Après, je sais que j'ai un peu tiqué parce qu'à un moment donné elle cite Sorcière de Mona Chollet. Moi-même je l'ai lu et beaucoup aimé, mais je crois franchement il faut vraiment que je me penche sur ce sujet. Mais il me semble que d'après ce que m'a dit Mélo, les sources de Sorcière de Mona Chollet n'étaient pas dingos sur certains sujets. Donc le fait de le retrouver là sur les mêmes sujets, j'étais un peu en mode ah ok, mais faut-il y croire? Voilà. Toujours est-il que je vous recommande très chaudement le compte Insta de Petite Lecture Inclusive, donc qui est Julie Guilaine-Michel, l'autrice de ce guide, puisqu'elle publie régulièrement des posts dans lesquels elle recommande des livres justement inclusifs et ouverts et vraiment des... Et forcément, peu de livres sont parfaits, mais en tout cas de très belles pistes pour présenter un monde le plus égalitaire possible à vos enfants, à vos cousins, à vos nièces, à vos petits-enfants même, sait-on jamais. Donc voilà, celui-ci je vous le recommande pour vous, le compte Insta je vous le recommande pour des idées de cadeaux pour offrir de la littérature jeunesse. Ensuite, lire dans les transports, je l'ai fait en juin. Les entrées, je n'ai pas lu Amina Al-Sirafi et je n'ai pas lu La boutique des choses inavouables et c'est terrible. Voilà.
Des moines et des robots, le tome 2 de Becky Chambers, je l'ai pas lu, alors que c'est des trucs super courts, hein, mais je l'ai pas fait. Lire au-dessus de ça, je voulais pas le faire, participer à un club de lecture non plus. La lecture graphique, j'ai lu Ralph Azam, le tome 1, je l'ai pas là parce que je l'ai remis, c'était à mon mari. J'ai trouvé ça drôle, c'est un humour un peu spécial, très noir, c'est un humour noir. Je suis pas sûre d'avoir accroché suffisamment pour lire les 17 tomes. Voilà, je pense que ça interroge aussi, pareil, un certain nombre de clichés, de stigmatisation, pourquoi pas. Mais pas non plus truc de dingue quoi. Au niveau des plats, j'ai absolument pas lu Palace. Le roman avec de l'écriture inclusive, j'avais mis Loin des îles Mauves, mais du coup ça fonctionne pas. Même si au niveau des personnages, on sent bien que parfois il y a des changements en cours de phrase, de pronoms. Mais bon, ça compte pas pour de l'écriture inclusive. Déguster un plat typique, je l'ai certainement fait. Mais j'ai mangé des plats italiens par exemple. Mais j'ai pas noté. Un roman qui se passe dans la bibliothèque. J'ai pas fait. Une saga familiale. J'ai écouté en audio le tome 4 des Casalets, il ne m'en reste qu'un. Je crois que j'ai bien aimé ce tome 4. Je sais que le tome 3 je l'avais trouvé mais dark, dur, surtout que je l'avais lu à un moment où j'étais pas, enfin, voilà, où c'était peut-être un petit peu compliqué par rapport à la maternité tout ça, et c'était d'une violence. Celui-là, je l'ai bien aimé, de mémoire. Après, c'est pas non plus transcendant. On continue à suivre les mêmes personnages. L'histoire qui m'a le plus touchée, c'est une branche de cette famille qui éclate. Un scandale qui est enfin, ça fait des tomes qu'on le sait, qui est enfin exposé au grand jour et du coup qui va avoir des tas de répercussions sur cette famille. Moi, par contre, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est une des relations entre deux personnages, un personnage plus qu'adulte et mûr et une toute jeune femme. Voilà, bon, c'était sympa quand même, j'ai passé un bon moment et je terminerai bientôt, j'espère l'été prochain ou avant, le tome 5. Je n'ai pas lu Le Baptiste-Beaulieu, je n'ai pas lu Le Signe de Sky, je n'ai pas lu Le Grand Monde et j'ai pas lu le Kate Morton, ça je vous l'ai dit. No buy, pas d'achat de livres. Oui, très clairement, j'ai même arrêté de compter les badges que je gagnais parce que je n'achète quasiment plus en fait. Non pas que j'en ai pas envie, mais déjà parce que j'ai pas le temps et aussi parce que j'ai tellement peu le temps de lire que c'est passé, c'est plus du tout une priorité. Dans les fromages, l'histoire d'une lignée de femmes, oui, tout à fait. J'ai lu Mémoire d'un quartier, Marcel et Laura, le tome 4 et j'ai beaucoup aimé ce tome. Je me souviens franchement de la pause immensément longue que j'ai fait entre le 1 et le 2 à cause des histoires autour de la pédophilie et là franchement je retrouve vraiment ce qui m'a happé dans Le Goût du bonheur. C'est pas la même autrice mais bon voilà, c'est au Québec, c'est à peu près... Non là c'est les années 60, c'est un peu plus tard quand même. Mais voilà, ça m'a complètement happé de retrouver cette famille entre Montréal et en Europe, à New York, au Texas. Je dirais toujours ce qui est un peu particulier à saisir, c'est les ellipses. On va vous parler d'un événement hyper important pendant des pages et des pages et des pages. On sait que la date est passée et en fait on va à peine l'évoquer. Voilà, c'est vraiment plus la préparation des événements qui est importante dans ce livre plutôt que les événements en eux-mêmes et les révélations. Ce qui peut être un peu particulier, mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai acheté les deux derniers qui sont là. Donc je sais que pareil, c'est une saga que je prendrai beaucoup de plaisir à terminer. J'avais vraiment presque envie d'enchaîner direct à la fin de ce double tome parce qu'il y a le tome 4 et non maintenant du coup ça c'est 7 et 8. Voilà, donc de toute façon c'est une suite, je peux pas vous en dire trop non plus, mais c'était cool. Ensuite, un livre qui a rejoint sa palle l'année précédente, je l'ai enfin lu, je l'ai enfin sorti et j'ai adoré, voilà. The Empire of God et j'ai pris mon temps pour cette lecture, j'ai vraiment fait durer cette lecture parce que je savais qu'à la fin j'allais devoir le refermer, quitter les personnages, quitter cette histoire et c'est une fin que j'ai adorée. Voilà,
les choix qu'ont dû faire les personnages. J'ai passé un moment incroyable, j'ai adoré cette trilogie. Je suis à la fois tellement heureuse de l'avoir fini parce que je voulais le fin mot de cette histoire, je voulais savoir comment Nahiri allait s'en sortir et comment les relations avec sa famille, la famille qu'elle s'est créée, avec la famille du prince aussi allait évoluer, les liens entre frères et sœurs, Ali, Zénab et du coup leur frère. Voilà, j'ai adoré. De toute façon, je peux pas encore une fois vous en dire trop parce que c'est un tome 3, mais lisez cette saga si vous aimez la fantasy orientale. Faut pas s'attendre à quelque chose de trop adulte non plus. Je trouve que dans un certain nombre d'échanges humains, on est quand même un peu sur du young adulte, mais on reste sur un world building qui est dense, qui est bien construit. Ça parle de plats, ça parle de vêtements, ça parle de coutumes, ça parle de langue. Non, il est incroyable. Voilà, j'ai aimé. Ensuite, lire un roman en 24 heures, oui, je l'ai fait. Il est là. C'était le dernier Virginie Grimaldi qu'il me restait. Voilà. En plus, son adaptation est sortie à la télé il n'y a pas longtemps, donc ça me donnera l'occasion de regarder ça cet automne. Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. C'est l'histoire d'un couple qui se sépare à l'initiative de monsieur. Et nous, on va suivre toute cette histoire du point de vue de sa femme. Elle vit extrêmement mal la demande de divorce, elle vit extrêmement mal, elle sombre dans un chagrin immense et inconsolable de perdre l'homme de sa vie. Et donc elle décide de le reconquérir, c'est-à-dire que très régulièrement, on n'a pas exactement une fois par semaine peut-être, on n'a plus exactement le rythme, mais elle écrit un souvenir de ce qui selon elle a vraiment construit leur relation. Et elle se dit, si avec tout ça, tu retombes pas amoureux, enfin en tout cas si ça réveille pas en toi les sentiments qui se sont endormis, alors là oui ce sera vraiment mort, mais moi au moins j'aurais tout fait. Déjà j'ai trouvé la démarche intéressante, je trouve que c'est une façon de faire son deuil d'une relation. Et puis forcément au fur et à mesure on découvre de jeunes adultes, puis des adultes avec des projets, et puis des projets qui se réalisent, et puis d'autres malheureusement qui ne se réalisent pas. Je sais pas si c'est son premier, mais c'est un récent, je trouve qu'on le sent quand même dans sa façon d'aborder et de construire les personnages. Je trouve que ce qu'on sent aussi, mais ça c'est parce que à force on finit par connaître un peu l'autrice et son histoire, c'est je pense un de ceux qui est le plus profondément ancré dans ce qu'elle a vécu. Dans chacun d'entre eux en fait il y a un petit quelque chose de son histoire, mais si vous voulez savoir un peu plus, comprendre peut-être un peu plus, attention ça peut quand même casser la magie de certains romans, ce qu'elle met dedans, il faut pas hésiter à aller écouter l'épisode de Bliss où elle raconte en fait son histoire et on en retrouve beaucoup là-dedans. Voilà, donc en fait moi très vite j'ai compris où est-ce que ça allait nous mener, j'ai compris, j'ai su à quoi m'attendre. En tout cas en parallèle de ces souvenirs on a aussi ce qui se passe dans le présent, donc comment elle réussit à s'en sortir de ce deuil. Il y a des scènes qui sont tellement émouvantes. Je trouve que ce roman est un peu moins piquant sur les réparties, peut-être un peu moins drôle que ce dont j'ai l'habitude avec Virginie Grimaldi. Peut-être encore une fois parce que c'est un de ses premiers. Voilà, donc je suis pas du tout déçue. Je suis très heureuse de l'avoir lu. Maintenant, je suis pas sûre non plus qu'on puisse le considérer comme un feel good, surtout compte tenu de la fin. Voilà. Je n'ai pas lu le roman Godet, je n'ai pas lu Une prière pour les cimes timides que moi j'avais mis là. Un roman mis en pause avant le challenge, j'avais mis Babel, mais je n'ai pas entamé Babel. J'ai surtout mis Rivers of London, qui est en pause non pas depuis avant le challenge. Franchement j'ai honte. J'ai commencé à le lire en 2018. En arrivant en Irlande, c'est là que je l'ai acheté et c'est là que j'ai commencé à le lire, c'est là que je l'ai mis en pause. Voilà, nous sommes en 2025, 7 ans après, je l'ai fini et je l'ai pas fini en papier, je l'ai fini en audio. Et ça s'est lu très bien, j'ai failli abandonner l'audio à un moment parce qu'en fait, c'est un personnage racisé
Et du coup, de façon tout à fait naturelle, ils ont pris un personnage racisé également. Et en plus de ça, il y a l'accent, enfin pas britannique, mais l'accent, j'aurais dit cockney, vraiment de Londres. Mais pas les quartiers bourgeois de Londres. Hein. Donc j'ai dû mettre le livre en 0,75 je crois, pour bien capter les fins de mots qui se font avaler, mâcher super vite. Il y a pas mal d'expressions. Après, une fois le temps d'adaptation passé, et surtout, forcément il change de... C'est un très bon narrateur, hein, au-delà de ça. Il change d'accent en fonction des personnages qu'il interprète. Et waouh, il y en a un qu'on rencontre beaucoup au début et après, sur la fin. Je comprenais quasiment rien. Alors heureusement c'est pas un personnage central, mais c'est lui qui lance l'enquête quand même, et waouh, je comprenais rien. Donc voilà, il m'a fallu un bon gros temps d'adaptation pour m'y faire. En soi j'ai bien aimé ce livre, j'ai bien aimé l'enquête, j'ai bien aimé le world building, j'ai bien aimé, donc là on parle de Rivers of London, puisque toute l'histoire va se baser donc sur une grosse enquête pour un meurtre. On va suivre un Bobby, enfin un constable, je sais pas, un apprenti policier, je vais dire ça comme ça, parce que je sais pas du tout quelles sont les équivalences en France. Donc il finit sa formation, qui va avoir son attribution prochainement, qui a priori va pas être super bonne. C'est un geek aussi, il y a pas mal de références culturelles qui sont assez drôles. Et il se trouve qu'il est mêlé à une enquête qui visiblement tient un peu de la magie quand même. Voilà. Et au début, il peine à y croire, tout ça, et puis forcément, il va plonger dedans. Et donc, cette enquête est très liée aux différentes rivières de Londres, puisqu'elles sont toutes personnifiées en fait. Et voilà. Et c'était très chouette, mais il y a un gros mais, et c'est la raison pour laquelle je ne poursuivrai pas. Et c'est très dommage, parce qu'il y a encore une dizaine de tomes, et je me dis, ça peut être sympa, quoi, comme petit policier, parce que vous savez, moi, le policier, j'aime bien ça. Maintenant, j'en lis peu, parce que je lis beaucoup de fantasy. Je me dis c'est l'occasion de mélanger un peu tous les plaisirs. En fait non, parce que le traitement des personnages féminins est imbuvable. C'est dégueulasse, vraiment dégueulasse. Donc non. Faire des travaux et des réparations de la déco, oui j'ai fait. Oui j'ai fait, on a fait. 2 jours sans lire, je pense l'avoir fait, mais j'en suis pas sûre. Roman avec un changement de vie, je voulais lire Déraciné de Naomi Novik ou Lucy in the Sky, j'ai lu aucun des deux. Le dernier coup de cœur de ton influx préféré, je me suis même pas penchée sur le sujet. Poursuivre une saga de romans, alors là c'est pareil, j'avais mis Son, le tome 4, qui me permettait de terminer une tétralogie de Passenger, c'est ça. Je l'ai pas lu. Prière pour les cimes timides et celui qui noyait le monde, je ne l'ai pas lu non plus. Lire en écoutant de la musique, je l'ai pas fait. Un roman dont le protagoniste est un animal, j'ai emprunté Fleur de Bastion. Pareil, petite enquête, toute mimi, toute jeunesse dans un monde où tous les protagonistes sont des animaux. Je trouve que c'est un roman vraiment très intéressant pour les jeunes, il se lit super bien. Il y a là aussi une enquête pour meurtre ou tentative de meurtre, je ne sais plus, et ça va parler de plein de sujets de société. Ça permet aussi de construire une société intéressante, même si elle est basée sur un modèle de la noblesse, donc avec une duchesse qui gère la ville, tout ça. Mais je trouve que c'est intéressant la façon dont c'est construit. Beaucoup de sujets par rapport à l'ostracisation de certaines partie de la population, de la différence, parce qu'il y a des chimères dans cette histoire. Donc voilà, je le recommande, je l'ai trouvé très sympa et ça se lit très vite et très bien. Et ben voilà, maintenant on passe au Joker, déjà, j'en ai d'autres à vous montrer. Tac. Écoutez, j'en ai pas fait beaucoup. Bon, un roman écrit par une femme, je pense. J'aurais dû mettre celui-là, voilà, ça m'aurait fait un Joker. Ink de Alice Broadway. Au début, je pensais, comme Everless d'ailleurs, que j'ai rangé, que ça passerait dans la romantaisie, mais non. Alors, Ink, franchement, j'ai aucune idée de l'âge que vous avez. Donc, je ne sais pas si vous avez vu un jour ou l'autre passer ce roman, mais moi, quand j'étais ado, je l'avais vu et j'avais trop envie de le lire et je l'avais pas fait et j'avais pas eu le temps, tout ça. Et donc plus tard, quand à un moment donné sur Vinted, j'ai vu quelqu'un le vendre, d'ailleurs c'est Benjamin des mots magiques je crois,
à qui je l'ai acheté. Je me suis dit c'est l'occasion, en plus en anglais c'est génial. Ensuite il a traîné dans ma pile à lire, mais là ça y est c'est bon, je l'ai lu et j'ai passé un bon moment. Franchement j'ai passé un bon moment. Globalement pour vous poser un peu le monde, c'est a priori une dystopie. Je sais pas à quel point c'est de la... à quel point c'est de la fantaisie ou pas, vous voyez, c'est pas encore très sûr. Bon, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Léora. Alors j'étais persuadée qu'elle s'appelait Liora, mais elle s'appelle Léora. Dans un monde où toutes les personnes reçoivent des tatouages. Pour chaque événement important de la vie, ils se font tatouer, leur peau est marquée. Et à leur mort, ces peaux-là sont récupérées, il y a tout un process, voilà. Et ils sont archivés dans un livre qui va être le livre de la personne qui va ensuite être remis à sa famille. Donc en fait les gens vivent avec des étagères contenant tous leurs ancêtres. Voilà. D'ailleurs je me demande vraiment comment, enfin il n'y a pas trop d'explications sur comment ça se passe dans le cadre de fratrie par exemple, si on veut tous récupérer le livre de papa ou de maman. Je crois que bébé 2 a décidé qu'il avait assez dormi. On va essayer de finir rapidement. Et donc on va suivre Léora dont le papa vient de décéder et qui espère, qui s'accroche pour vivre son deuil au fait qu'elle va récupérer ce livre et que elle pourra se replonger dans les souvenirs et dans la personne qu'il a été. Sauf que dans le même temps on sent qu'il y a un gros durcissement des règles de la société et ça se passe, le fameux process de récupération pour la mise en livre et le jugement et tout ne se passe pas exactement comme prévu. C'est un gouvernement totalitaire très clairement qui en plus va d'être de plus en plus extrême et l'idée c'est de rejeter complètement les personnes qui s'appellent les blancs, qui sont des personnes qui refusent de se faire tatouer et de tout afficher sur leur peau. Et finalement concernant la société en elle-même, on aura assez peu d'informations sur comment elle s'est construite. Il y a pas mal d'interludes dans ce livre entre l'histoire principale et des rêves, des contes un peu fondateurs. Mais voilà, je pense que au niveau du world building, ça soulève peut-être plus de questions que ça n'apporte de réponses. J'aimerais lire la suite parce que j'ai bien aimé, mais vous vous en doutez, ce sera pas non plus une priorité. Et je l'ai écouté en audio, tout comme Everless de Sarah Holland. Et lui, je pensais clairement qu'on allait partir sur quelque chose en mode romantasy, mais finalement, la partie romance, même si elle sous-tend tout le récit tout du long et que du coup c'est un peu relou parfois, finalement, c'est pas non plus le cœur même du roman et c'est pas non plus ça illustre pas la fin. Je vais essayer vite fait quand même. Ici on est dans un univers où le sang c'est de l'argent. C'est-à-dire que tout se paye en durée de vie qui est prélevée dans le sang. Donc sur le principe je trouvais ça très sympa. On va essayer comme ça. On va suivre une jeune fille qui vit avec son père à l'écart d'un petit village en tentant de ne surtout pas attirer l'attention sur eux puisqu'ils ont quitté le service d'une des familles d'aristocrates de l'Empire suite à un drame qui est très clairement au cœur ensuite de tout le récit et donc sur lequel finalement Jules c'est la jeune femme, a assez peu de clés. En tout cas elle est persuadée de savoir ce qui s'est passé mais on comprend qu'en fait ça reste des souvenirs de petite fille. Comme je vous le disais, le temps c'est du sang, c'est de l'argent. Son père se saigne littéralement pour payer leurs dettes et on lui propose un jour un job très alléchant qui nécessite de retourner bosser au service de cette famille. Et elle se dit que de toute façon, vu le temps qui a passé, personne ne réussira à l'identifier, que de ce fait, elle n'est pas vraiment en danger si elle y retourne et que ça leur permettrait, ça lui permettrait de sauver son père et ça leur permettrait de payer leurs dettes. Chers amis, je crois que nous allons devoir nous interrompre ici. J'avais encore 2 livres à vous présenter. Je crois, parce que peut-être que j'ai écouté d'autres choses et j'ai pas là devant mes yeux. Je voulais vous parler de ces deux-là. Bon, bien sûr, finir de vous parler de ceux-ci et vous parler de ces deux-là, mais là, malheureusement, nous sommes interrompus.
Donc tant pis, écoutez, ces deux-là, comme c'est un peu du même genre, j'essaierai de vous les mettre ensemble dans un autre, dans une autre vidéo éventuelle, peut-être. Et puis bah, celui-là, sachez que bon voilà, c'était pas le truc du siècle, beaucoup de construction autour des relations amoureuses, une espèce de faux, c'est même pas un vrai triangle amoureux, une espèce de faux triangle amoureux avec sur base de deux frères ou deux demi-frères en plus, je ne sais plus, un gentil, un méchant, des petits retournements de situation. On se rend compte qu'en fait Jules est beaucoup plus importante que tout ce qu'on imaginait. C'est aussi basé sur des contes fondateurs comme histoire, des contes fondateurs de cet univers-là, hein, pas d'une autre. Voilà, c'était sympa. C'est une duologie, du coup je me tâte vraiment à lire le tome 2 histoire de finir le truc, mais ça, je l'ai moins aimé je pense d'ailleurs que celui-ci. J'ai écouté les deux en VO en anglais, j'en étais très contente et ils sont enfin sortis de ma pile à lire VO qui elle aussi continue à bien diminuer. Voilà tout ce que je peux vous dire pour l'instant parce qu'il y en a un qui s'impatiente. Ça m'a fait plaisir en tout cas d'avoir un petit peu de temps pour tourner cette vidéo. J'espère pouvoir vous la monter prochainement et vous la mettre en ligne. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à venir en commentaire me dire si vous avez lu certains de ces romans. Je crois que la pépite, les deux livres à lire absolument, si vous devez n'en retenir que deux, du coup ce sont ces deux-là. Voilà. Hop, et sur ce, je vous laisse.